Deuxième table ronde sur la thématique de l'entreprise reflet des difficultés de la société à intégrer ces minorités. On va en discuter avec, alors non pas Laurent Bigorgne qui a donc cédé sa place, mais avec Najwa Arduni Elatfani qui est présidente du club 21e siècle, que j'invite à venir sur le plateau, l'estrade. Non, pas d'estrade d'ailleurs, le bas de la scène. Bonjour, asseyez où vous voulez. Gilles Kepel qui est professeur à Sciences Po et Gilles Kepel, il quitte au téléphone dans le hall. Merci Monsieur Toubon. Donc il va nous rejoindre dès qu'il aura raccroché. Et puis Marianne Valfort, voilà, qui est pour le coup est au premier rang, maître de conférence en économie à la Paris School of Economics et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà, voilà, Monsieur Kepel nous rejoint. Vous avez été dénoncé par Monsieur Toubon. Voilà. Dénoncé par Monsieur Toubon parce que vous étiez au téléphone et que... Ah oui, d'accord. Installez-vous. Alors on va élargir un peu on va passer de l'entreprise, on va continuer à parler de l'entreprise évidemment, mais on va élargir un peu le spectre et regarder comment l'entreprise est elle-même confrontée à l'environnement dans lequel elle est, parce qu'elle a des responsabilités en matière d'intégration et de promotion de la diversité, mais elle est aussi dans une situation parfois difficile parce qu'elle n'est pas le seul acteur, le seul acteur en jeu en la matière. Gilles Kepel, je vais commencer par vous. Vous avez beaucoup écrit sur la question des banlieues, de l'islam, de l'intégration. Vous avez notamment fait pour l'Institut Montaigne, je crois que c'était il y a 3 ans maintenant, un livre qui s'appelait Banlieue des origines. Non, pas. Banlieue de la République, oui, si on a eu plusieurs, Banlieue de la République, sur lequel vous avez... donc c'était une enquête de terrain qui a duré en une année de juin 2010 à juin 2011, dans lequel vous êtes allé dans l'agglomération de Clichy-Montfermeil avec une équipe de chercheurs pour aller regarder justement comment dans ces quartiers, quelles étaient les conditions de vie de ces habitants et comment se passaient pour eux les liens avec l'entreprise et pas seulement. Alors vous dites quand même dans votre ouvrage que le cœur du problème, c'est l'emploi, même si tout autour, il y a plein d'autres problématiques qui se posent. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise a une responsabilité très particulière parce que le cœur du problème, c'est l'emploi, ou que l'entreprise est finalement victime, elle aussi, parce qu'elle se retrouve dans un environnement qui rend extrêmement compliqué l'intégration de ces jeunes de Clichy et de Montfermeil sur le marché du travail? Merci. Donc la réponse est dans la question, je suppose. Peut-être quelques mots pour préciser de quoi il retourne. Donc aussi bien dans ce livre Banlieue de la République que dans un autre que j'ai publié après, qui est plus ramassé, qui s'appelle 93, du nom du département, bien sûr, avec un clin d'œil à Victor Hugo, car Les Misérables se passent à Montfermeil, entre autres. C'est là que les horribles Thénardier ont leur cabaret. On a voulu aller à Clichy-Montfermeil 5 ans après les grandes émeutes de 2005 qui avaient commencé à Clichy-Montfermeil, comme vous vous en souvenez peut-être, pour percevoir, 5 ans après, les gens avaient encore une mémoire très vive de ces émeutes qui ont été quand même un élément traumatique majeur dans l'histoire de la France contemporaine. L'état d'urgence a été déclaré en métropole ou dans l'Hexagone, ce qui ne s'était pas produit depuis la guerre d'Algérie en 62. Donc on touche à des enjeux très sensibles. Et du reste, la population algérienne est très importante d'origine algérienne dans cette agglomération. Donc, et en même temps, 5 ans après, il y avait déjà une entrée dans l'histoire. C'est-à-dire que les individus souvenaient très bien ce qui s'est passé, mais pouvaient un petit peu le mettre à distance, ce qui était donc très, très riche. On a fait une centaine d'entretiens en profondeur avec des habitants ou des gens des villes voisines. Certains avaient participé aux émeutes, d'autres les avaient subies, on avait eu très peur. Et effectivement, dans le questionnaire, nous avons traité plusieurs thèmes. Le logement d'abord, parce que justement le problème, c'est que les politiques d'État ont donné le sentiment que c'était principalement à travers une action sur le cadre bâti qu'elle pouvait agir sur la question des populations concernées. Bien évidemment, le changement du bâti était fondamental,
parce qu'on est en plus à Clichy-Montfermeil dans une situation même pas de HLM, mais de copropriété dégradée, ce qui signifie que les populations qui viennent là sont des populations particulièrement précaires, qui arrivent d'ailleurs souvent de Roissy, en semi-clandestin. Et ça ne fait que se dégrader parce qu'ils ne payent pas les charges, les marchands de sommeil ne payent pas les charges, etc. Mais ça, c'est une réflexion d'emblée sur l'adéquation des politiques publiques, puisque à partir du moment où une énorme quantité d'argent est injectée dans le bâti, il n'est pas injecté pour autre chose. Et on parle de l'église de Cher et de l'église de Pierre, je ne sais pas s'il s'agit de la mosquée de Cher et de la mosquée de Pierre ici, mais l'hyper-investissement dans la pierre, qui a beaucoup servi les entreprises du BTP, je pense, c'est traduit par un moindre investissement, parce que ceteris paribus sic stantibus, on n'a pas des ressources éternelles, surtout dans notre cher pays en ce moment. C'est traduit sans doute par un moindre investissement dans ce qui pourrait conduire à la formation, à la recherche d'emploi et à l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Alors, l'éducation était le deuxième thème. Et là, l'éducation, justement, est au cœur de cet enjeu que vous soulignez, parce que si les individus qui... Pardon. S'il y avait un petit verre d'eau, si tu Montaigne pouvait fournir un verre d'eau, je remercie. Je m'en occupe. Si les individus qui arrivent sur le marché du travail ne sont pas qualifiés pour répondre aux besoins, il faut aller vite, je vais mourir de soif, sont pas qualifiés. Bon, d'accord. Je vois, il ne me reste pas beaucoup. Alors. Non, ça va beaucoup mieux. À cette heure-ci, le whisky, c'est trop tôt. Donc, ne peuvent pas répondre aux critères des entreprises. Là, on est dans un problème majeur. Et il me semble que la Seine-Saint-Denis est tout à fait intéressante de ce point de vue-là. C'est un cas d'espèce, puisque, comme vous le savez, la partie de la Seine-Saint-Denis qui porte le nom de sa capitale, enfin officielle, enfin symbolique, Saint-Denis, parce que c'est pas Saint-Denis la préfecture, est devenue aujourd'hui un gigantesque incubateur d'entreprises. Vous avez énormément d'entreprises de grands noms du CAC qui sont bon plus à la Défense maintenant, mais qui se sont installées à la plaine Saint-Denis, porte de Paris. On le voit du reste quand on prend le RER à cette station, vous avez deux populations qui se croisent et qui d'ailleurs parfois s'évitent un peu. Les cadres qui sortent des sièges des grandes entreprises et la population locale, avec un effet préoccupant qui est que cette population locale, voyant tout ce bassin d'emploi nouveau qui est là, a le sentiment que c'est pas pour elle. Non pas qu'il y ait, à mon sens, une volonté délibérée de discrimination, il y en a peut-être par ailleurs, mais tout simplement les acquis éducatifs, le niveau de diplôme requis et d'expérience qui sont demandés pour travailler dans ces entreprises ne sont pas répartis significativement à la population concernée. D'où on retombe à la question de l'emploi, qui est effectivement le centre, et on est beaucoup allé. Clichy-Montfermeil n'avait pas de pôle emploi, d'ailleurs à l'époque c'était très significatif et intéressant. Il fallait qu'ils aillent à Sevran, c'est-à-dire quitter l'espèce de havre, si j'ose dire, de Clichy-Montfermeil, qui est un cul-de-sac, et où donc il y a très peu de moyens de transport à Clichy-Montfermeil. C'est un énorme problème pour que les gens aillent travailler aussi, et s'éduquer auparavant. Mais c'est aussi quelque chose qui est d'une certaine manière une bénédiction, parce que Sevran, qui est le nœud par excellence de tous les transports routiers en Seine-Saint-Denis, avec des RER, l'aéroport à côté, des bus, etc., l'autoroute, du fait de la déréliction du tissu social, c'est devenu la capitale mondiale, quasiment en tout cas européenne, du trafic de stupéfiants, et notamment de hashish venu par les Go Fast en provenance du Rif. Et là, on a l'autre question qui se pose, sans laquelle il n'y a pas ça, c'est-à-dire la question de la sécurité. Et c'est aussi quelque chose, un empêchement dirimant à l'implantation des entreprises,
J'y ai fait allusion brièvement tout à l'heure sur les questions du trajet entre le siège social des sociétés qui sont installées, ou les bureaux de sociétés qui sont installés à Saint-Denis et le RER et les moyens de transport. C'est que les classes moyennes qui peuvent élever le niveau de la société, augmenter aussi le revenu des municipalités, ne viennent pas s'installer s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas d'école pour les enfants, etc. Donc là, on est dans un enjeu qui, effectivement, qui fait du redémarrage par l'entreprise un élément fondamental. Je termine en un mot, c'est que il faut bien voir que la Seine-Saint-Denis est devenue ce qu'elle est. Elle s'appelait autrefois, c'était le département de Paris, enfin, ça faisait partie de Paris banlieue, Paris extramuros, département de la Seine, Seine non Paris, parce que justement, ce sont d'abord des entreprises qui sont installées dans ce département. C'est des villages ruraux. La localisation, les canaux, etc., ont permis à des entreprises à l'époque, au XIXe siècle, polluantes, très représentatives de l'industrie effrayante par nos critères à nous du XIXe siècle. Et la population qui s'est installée là, population principalement ouvrière, s'est installée à proximité des entreprises. Ça, c'est un élément clé pour comprendre. Or, à partir des années 70, la désindustrialisation massive a fait que les entreprises ont fermé, on est dans des friches industrielles en grand nombre, mais que la population peu qualifiée qui travaillait dans ces entreprises labor intensive, grosses consommatrices de main-d'œuvre, elle est restée, ne pouvant pas aller ailleurs. Alors aujourd'hui, l'entreprise revient, mais l'entreprise en question demande à ses employés, pour les entreprises high-tech, etc., qui sont des entreprises plutôt capital intensive, d'avoir des qualifications que la population sur place, alors, n'a pas, peut-être qu'il faut il faut nuancer, puisque on voit que c'est développé depuis un certain nombre d'années dans la population concernée une élite. Et le club 21e siècle en est l'une des expressions d'une certaine manière. Mais celle-ci, me semble-t-il, enfin ça vous nous le direz certainement, celle-ci n'arrive pas sans doute aujourd'hui encore à apparaître comme un modèle d'identification suffisant pour la masse de la population. Vous dites d'ailleurs, et que c'est un immense problème, c'est que ceux qui ont les bons diplômes et qui sont qualifiés, qui ne trouvent pas d'emploi, développent un très fort ressentiment vis-à-vis de la société française, et que ceux-là, au lieu d'être des exemples, deviennent justement de vrais contre-exemples, et qu'il y a une véritable problématique aussi sur cette population des diplômés. Alors, il y a plusieurs choses, hein, parce que ce sont des enjeux complexes, il ne faut pas caricaturer, et puis on a tendance, bien sûr, et c'est normal, à être interloqué par ce qui est paradoxal. Donc il faut noter ce qui est paradoxal, parce que, comme son nom l'indique, le paradoxe, ce qui va contre la doxa, contre l'opinion commune et non informée, et c'est un stimulant pour la réflexion. Mais il ne faut pas en faire forcément une vérité généralisable et universelle. Premier élément, c'est celui que vous avez souligné, à savoir que des individus, hommes ou femmes, qui ont fait 3, 4, 5 ans d'études supérieures et à qui, au mieux, on propose d'être serveur chez McDo, évidemment, vont développer des stratégies de ressentiment considérables contre une société qu'ils incriminent et pour laquelle ils disent que c'est à cause de leur visage, de leur nom, du délit de code postal, etc., qu'ils n'ont pas de job. Alors, je crois que c'est l'objet de vos débats d'aujourd'hui, si j'en crois, parce que j'entendais la radio ce matin. Mais en même temps, ça n'est pas toujours le cas. C'est aussi parce qu'il y a une inadéquation entre le type de formation offerte et les demandes du marché du travail. Ça, c'est une vraie question. Je termine juste en 2 points. Alors, dans certains cas, ça se traduit par des comportements à la marge. Donc, des gens qui vont pouvoir, y compris, aller dans des groupes radicaux. Il y a, dans le monde du salafisme, il y a un certain nombre de gens aujourd'hui, des gens qui sont en rupture culturelle avec la société française, qui sont surdiplômés. Et on le voit très bien. Ça, je l'ai constaté très rapidement.
en 2010 encore, vous alliez sur les sites salafistes en langue française, c'était rédigé, si j'ose dire, en charabia. Aujourd'hui, les sites salafistes sont très bien tenus. On sent qu'il y a des gens qui ont un bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, qui sont des gens qui sont en rupture culturelle avec la société, mais qui en maîtrisent les codes. Ça s'est passé en quelques années, ça va très vite. Deuxième facteur, dans la société française elle-même, c'est ce phénomène, lui aussi assez récent, que j'ai appelé les entrepreneurs du halal, qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs qui font uniquement de la viande halal, même si on voit là comment se créent des entreprises avec la constitution d'un marché captif. Vous dites aux musulmans qu'ils doivent manger du halal, sinon ils sont de mauvais musulmans. À partir de ce moment-là, ceux qui sont convaincus de ça n'achètent plus que chez le halal. Bon, mais bien sûr, après, la loi de la concurrence capitalisme fait régner son code merveilleux et les entreprises halal sont en concurrence les unes avec les autres. Je suis plus halal que toi, tu ne suis pas vraiment halal. Bon, après, ça ne nous concerne plus, mais il y a ce segment, et c'est pas seulement le halal, c'est toute une série d'entreprises. Il y a un tissu entrepreneurial aujourd'hui qui se développe autour, pas seulement les boucheries halal, les fripes, les téléphones portables, etc., ou l'enterrement au pays, mais on voit bien qu'il y a là un bassin d'emploi qui est en train de se créer, qui ne vient pas du haut, et qui recèle toutes sortes d'ambiguïtés, mais qui fournit des emplois. Après, ce qu'il en est réellement, l'interdiction du marché du travail, par exemple, Clichy-Montfermeil, ce qui est très très frappant, c'est les réussites en termes entrepreneuriales des Turcs. Les fortunes de Clichy-Montfermeil sont toutes turques. Les Turcs ont été complètement frappés de plein fouet par la disparition de la confection turque à cause de la concurrence chinoise. Comme c'est une population dans laquelle vous avez des réseaux extrêmement forts de solidarité, de contrôle, de tontine, etc., vous avez eu très vite un basculement des gens qui sont dans la confection vers deux secteurs, la restauration d'un côté et le BTP de l'autre, prenant un peu sur le modèle des Portugais pour le BTP. Et dans la restauration, sur le modèle des Chinois, c'est très impressionnant, c'est ce concept que vous allez peut-être découvrir aujourd'hui, qui est, on dit toujours que la France est en train de s'islamiser, en tout cas, la France est en pleine découscousification. Je vous l'annonce, et je sais que l'Institut Montaigne est ambigu par rapport à ça, mais bon, il faut qu'il l'admette. Laurent est là, quelque part, oui. Donc, pourquoi ? Parce que le couscous, qui était l'alimentation traditionnelle familiale, est un peu le symbole visible de la présence de populations concernées, est devenu aujourd'hui trop cher, rappelle trop la structure familiale du bled, c'est compliqué à faire, etc. Et ce sont les Turcs qui ont raflé quasiment tout le marché de la restauration halal, avec les kebabs, des kebabs portant des noms inconnus aux oreilles maghrébines, grâce aux économies d'échelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir, parce que ils se font confiance, le prix des assurances est bas, donc vous avez un marché bas de gamme et très efficient de la restauration halal turque aujourd'hui qui s'est traduit par des fortunes. Et de même, dans le cas du BTP. Dernier point, et je m'arrête vraiment, même si vous ne me croyez pas. Dernier point, c'est le phénomène de l'exportation des compétences. C'est ce qu'on appelle les BINAT. Là, je reviens de Tunisie, dont le Premier ministre, que j'ai parlé 3 heures en tête-à-tête avant-hier, est un BINAT. Mehdi Joma a fait ses études et son travail ici. Il gère maintenant la Tunisie comme il a essayé de gérer des entreprises en France. Il a géré des entreprises en France. Le phénomène, je pars en Algérie samedi et ensuite au Maroc, est aussi très important. Là-bas, si vous avez, ça c'est tout à fait nouveau, un bon nombre de jeunes qui ont réussi, de jeunes dans des quartiers, appelez comme vous voulez, qui ont fait des études, qui ne trouvant pas d'emploi en France, pour des raisons liées à la discrimination, liées à autre chose aussi peut-être, alors un certain nombre déjà ont vu en Dubaï un pôle alternatif et y sont allés. Beaucoup ont déchanté parce que le marché du travail à Dubaï est en fait très dur dans les hautes qualifications et il n'est pas particulièrement ouvert à ce type de profil. En revanche, on a aujourd'hui, surtout au Maroc, mais ça commence aussi en Algérie, toute une couche de cadres intermédiaires, de gestionnaires des grandes entreprises qui sont soit nés ici, soit dont les familles sont arrivées, qui ont été éduquées ici très tôt, et qui sont en train de jouer le rôle de classes intermédiaires, de cadres intermédiaires,
dans les pays de départ d'eux-mêmes ou de leur famille. Phénomène qui n'existait pas du tout aujourd'hui. Donc on est dans une logique de mondialisation des compétences qui prend des voies qui n'étaient pas prévisibles autrefois. Merci. Marianne Valfort, j'aimerais que vous nous racontiez Alors, vous faites vous avez un champ d'expérience qui autour des discriminations liées notamment à la religion et à la religion musulmane. Alors, vous avez fait deux types de travaux, des travaux de testing dont vous allez nous dire un mot, mais aussi vous avez essayé de comprendre quelles étaient les motivations, enfin, dans les comportements de discrimination, qu'est-ce qui se jouait. Qu'est-ce qui jouait je ne vais pas être très clair. Vous avez mis en place des systèmes de jeu dans lesquels vous faites jouer des candidats ensemble pour essayer de comprendre quelles sont les motivations de ces discriminations liées à la religion. Vous allez nous en parler. Alors oui, j'aimerais juste réagir aux propos de Gilles Kepel. Il est bien clair que les individus issus des banlieues ont une chance sur le marché du travail moindre par rapport à d'autres individus, puisque ces banlieues, effectivement, ont été les parents pauvres, ont été abandonnés par les pouvoirs publics depuis des années. Mais ce qu'il faut rappeler néanmoins, c'est que de multiples testings sur CV ont montré que même lorsque ces individus issus des banlieues, qui sont très largement d'origine extra-communautaire, Afrique subsaharienne, Maghreb, même lorsqu'ils se présentent sur le marché du travail avec des caractéristiques exactement équivalentes à celles d'un Français d'origine française, leurs chances d'être convoqués à un entretien d'embauche sont considérablement inférieures. En 2008, par exemple, le groupe Casino s'est lancé dans un auto-testing qui a consisté pour lui à envoyer des CV en interne dans 700 établissements du groupe Casino et services de recrutement au sein du groupe Casino. Ce qu'il apparaît, c'est que le Français d'origine française a au moins un quart de chance en plus d'être convoqué à un entretien d'embauche que le Français d'origine asiatique, que le Français d'origine d'Afrique subsaharienne, que le Français d'origine maghrébine. Et ce qu'il apparaît à travers ce testing, c'est qu'il y a non seulement une variation dans les taux de réponse en fonction de est-ce que vous faites partie du groupe majoritaire ou pas, mais au sein même de ces candidats d'origine extracommunautaire, il y a une hétérogénéité. Et les candidats qui apparaissent souffrir le plus des discriminations sur le marché du travail, en tout cas à travers ce testing qui avait été lancé par le groupe Casino, c'était les candidats d'origine maghrébine. Et une étude qui s'est déroulée à peu près au même moment et qui a été lancée par des chercheurs de l'université d'Evry et de Marne-la-Vallée a montré qu'effectivement, dans le secteur de la comptabilité, par exemple, un Français d'origine française avait 4 fois de chance en plus avait une probabilité 4 fois supérieure à être convoqué à un entretien d'embauche que le Français d'origine maghrébine. 4 fois, une probabilité 4 fois supérieure à celle du candidat français d'origine maghrébine. C'est une discrimination absolument massive. Le fait que les candidats d'origine maghrébine soient particulièrement discriminés laisse penser que le réflexe xénophobe des recruteurs n'est pas la seule raison qui explique la discrimination à l'égard de ces populations, auquel cas on devrait observer une discrimination assez similaire entre les candidats d'origine extracommunautaire. Ça laisse penser que la religion supposée de ces personnes d'origine maghrébine, à savoir la religion musulmane, est vécue comme un handicap, est vécue comme un problème par les recruteurs. Et dans le cadre d'une recherche que j'ai lancée en 2009 avec 2 co-auteurs américains, Claire Adida et David Leighton, nous avons essayé de tester si l'appartenance à la religion musulmane était effectivement une barrière pour un recrutement sur le marché du travail. Et donc, pour éviter ce que l'on appelle un facteur confondant, pour éviter pour vraiment être en mesure d'isoler le facteur religieux, ce que l'on a fait, c'est que l'on a comparé les taux de réponse reçus par 2 candidats français, tous les 2 d'origine extracommunautaire. Ces 2 candidats étaient des Français d'origine sénégalaise. L'un était musulman, l'autre chrétien. Le signal d'appartenance... Oui, l'une était musulmane, l'autre était chrétienne. Il s'agissait de candidates. Et le signal de la religion était véhiculé par le prénom de ces personnes, de ces candidates. La chrétienne s'appelait Marie, la musulmane s'appelait Radija. Et un deuxième signal était introduit dans le CV qui était donc présent dans la rubrique centre d'intérêt du CV.
L'une, la chrétienne, était bénévole aux Scouts de France, l'autre était bénévole aux Scouts musulmans de France. Et elle portait le même nom de famille, donc c'était Marie Diouf. Marie Diouf, Radija Diouf, Voilà. Diouf étant un patronyme typiquement sénégalais. Et pour s'assurer que les recruteurs ne pensent pas que Marie Diouf était éventuellement une Française ayant épousé un Sénégalais, etc., on avait également une photo de cette personne, qui était donc la même photo sur les deux CV, une personne, une femme d'origine sénégalaise, donc une femme noire. Et on observe effectivement une discrimination massive à raison de la religion. À caractéristiques égales, la Française d'origine musulmane a entre 2 à 3 fois moins de chances que la Française d'origine... la Française musulmane a entre 2 et 3 fois moins de chances d'être convoquée à un entretien d'embauche que la Française chrétienne. D'accord ? Donc la deuxième étape, bien entendu, de notre recherche, c'était d'essayer de comprendre ce qui pouvait expliquer cette discrimination massive à l'égard de la candidate supposée musulmane. Alors, en fait, il faut ici rappeler ce que l'on entend par discrimination sur le marché du travail. La discrimination, ça fait référence à une situation dans laquelle 2 personnes qui sont pourtant de productivité identique vont être traitées de manière différente par le recruteur en raison de leur appartenance à des groupes différents. Donc la discrimination, ça fait référence à un traitement illégitime, à un traitement différencié illégitime, dans le sens où ce traitement différencié ne repose en rien sur des différences de productivité entre les individus. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer que la musulmane est discriminée par rapport à la chrétienne sur le marché du travail ? Alors, il y a 2 motivations classiques qui sont évoquées et que nous avons essayé dont nous avons essayé de tester l'existence. La première motivation qui peut expliquer cette discrimination de la part du recruteur, c'est un goût que nous partageons tous, un goût pour l'entre-soi. Par conséquent, les recruteurs qui appartiennent majoritairement au groupe, qui appartiennent en grande part au groupe majoritaire, préféreraient recruter des personnes qui leur ressemblent, c'est-à-dire des personnes issues du groupe majoritaire plutôt que des personnes issues du groupe minoritaire, et au sein du groupe minoritaire, des personnes éventuellement qui sont de tradition religieuse chrétienne plutôt que des personnes qui sont de tradition religieuse musulmane. Donc ce goût pour l'entre-soi peut être une première partie de l'explication. La deuxième raison possible a trait au stéréotype du recruteur. Lorsqu'un recruteur reçoit le CV d'un candidat, ce CV évidemment contient des éléments sur le parcours professionnel, sur la formation de ce candidat, mais il ne permet pas au recruteur d'être parfaitement informé sur ce que sera la productivité de cette personne au sein de l'entreprise. Donc le recruteur est incité à compléter cette information par ses croyances sur les caractéristiques productives inobservées de la personne dont il reçoit le CV. Et la manière dont il va établir ses croyances, ça va être en recourant, et c'est là où il fait l'erreur, à ces stéréotypes. Ceux qu'il pense être la productivité inobservée moyenne au sein de ce groupe. Par exemple, la capacité à travailler en équipe, etc. Dès lors, s'il pense qu'un individu issu du groupe X, s'il pense qu'en moyenne, les individus issus du groupe X ont une capacité à travailler en équipe plus faible que les personnes issues du groupe Y, eh bien, même à CV équivalent, il va systématiquement choisir les personnes du groupe Y au détriment des personnes du groupe X. Et ce faisant, il va discriminer. Même si ces stéréotypes sont justes, il va forcément discriminer, puisque au sein du groupe X, il y a forcément une multitude d'exceptions de personnes qui ne correspondent absolument pas aux stéréotypes, et par conséquent, ces personnes-là vont être victimes de discrimination, c'est-à-dire que alors même qu'elles vont être dotées de caractéristiques productives au moins équivalentes à celles des personnes du groupe Y, le recruteur, en raison de ces stéréotypes, va rejeter leur candidature. Donc ça, c'est les 2 raisons possibles des comportements discriminatoires sur le marché du travail. Alors vous l'avez fait par l'intermédiaire de jeux et les stéréotypes. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez observé ? Donc vous avez fait tout un travail sous la forme de jeux avec des jeux de rôle, les gens jouaient leur propre rôle, mais avec des jeux d'argent. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Qu'est-ce qui ressort de ces travaux sur ces motivations qui seraient à l'origine de ces discriminations ? Donc effectivement, on a mis en place des jeux comportementaux au sein desquels des Français d'origine française, à savoir des Français dont les 4 grands-parents étaient nés dans l'Hexagone, ont interagi avec des Sénégalais, avec des immigrés d'origine sénégalaise, musulmans et chrétiens, pour répliquer un peu la logique du testing sur CV que nous avions lancé.
Et donc on étudie la manière dont le français d'origine française se comporte selon qu'il est en train de jouer avec un partenaire noir dont le prénom qui était inscrit sur qui était badgé sur son t-shirt est Mohamed, et on compare ce comportement avec la manière dont on compare ce comportement du français à l'origine du noir qui s'appelle Mohamed avec son comportement lorsqu'il est mis en présence d'un partenaire noir, mais cette fois dont le prénom signale une affiliation religieuse chrétienne, Pierre. Donc comment le français d'origine française se compare selon qu'il est en train de jouer avec Mohamed ou Pierre, ces deux personnes étant de la même origine extra-communautaire, à savoir sénégalaise. Et donc, ces jeux avaient pour vocation de mesurer le degré de coopération entre les individus, et notamment entre les Français d'origine française, selon qu'ils étaient en partenariat avec des musulmans ou des chrétiens. Et ce qu'on observe, c'est que, alors même que les Français d'origine française ne s'attendent à aucune hostilité particulière de la part des musulmans avec lesquels ils sont associés, les Français d'origine française, malgré tout, sont systématiquement moins coopératifs à l'égard des musulmans qu'à l'égard des chrétiens. Ce qui nous laisse penser que là, il n'y a pas de stéréotype qui puisse expliquer le déficit de coopération du français d'origine française à l'égard du musulman, en tout cas dans le cadre de nos jeux. La seule raison qui puisse expliquer ce déficit de coopération, c'est un goût pour l'entre-soi. Je préfère m'associer avec des gens qui me ressemblent plus culturellement, et même si nous sommes dans une société largement sécularisée, même si nous sommes dans une société où moins de 5% des Français vont à la messe tous les dimanches, eh bien l'affiliation religieuse, la tradition religieuse continue à jouer un rôle de marqueur identitaire fort qui génère un goût pour l'entre-soi, et je vais préférer m'associer à une personne de tradition religieuse chrétienne à une personne de tradition religieuse musulmane, toute autre chose étant égale par ailleurs. D'accord ? Donc il y a effectivement ce goût pour l'entre-soi qui explique une partie de la discrimination spécifiquement à l'égard des musulmans. Et la deuxième, et la question, bien entendu, qui s'imposait également, c'était de savoir si des stéréotypes à l'égard des musulmans jouaient en leur défaveur sur le marché du travail. Est-ce que les musulmans sont associés à des stéréotypes plus négatifs que d'autres populations ? Alors, il y a des éléments de réponse qui sont offerts par un rapport qui a été publié par l'IMS Entreprendre pour la Cité cette année, un rapport sur les stéréotypes sur l'origine. Donc, ce rapport est basé sur des enquêtes qui ont été menées auprès de 1500 managers en France. Et il apparaît effectivement que les individus d'origine asiatique, que les individus d'origine d'Afrique subsaharienne, qui ne sont pas spontanément associés à la religion musulmane par les recruteurs, bénéficient de stéréotypes beaucoup plus positifs que les individus d'origine maghrébine. Par exemple, les Chinois, les personnes d'origine asiatique sont considérées comme travailleuses, comme ayant un savoir-être en entreprise très appréciable. Ce sont des gens polis, ce sont des gens organisés. A contrario, les stéréotypes concernant les individus d'origine maghrébine, encore une fois, qui sont associés assez spontanément à l'islam par les managers, ces personnes-là sont considérées comme difficiles à gérer. Et ce qu'il ressort, c'est que... Qu'est-ce que ça veut dire, difficile à gérer ? Ce qu'il ressort, c'est que beaucoup de managers considèrent que manager un musulman, ça implique nécessairement de devoir gérer sa religion. Et deuxième point négatif pour les musulmans, en tout cas dans l'esprit des managers, c'est qu'ils associent les musulmans hommes à des individus qui, au sein de l'entreprise, vont avoir des comportements problématiques avec leurs collègues féminines. Donc voilà des éléments de réponse de l'IMS Entreprendre pour la Cité, via des enquêtes qui ont été menées auprès des managers. Et nous, ce qu'on a voulu tester, c'est est-ce que ces stéréotypes correspondent à une réalité. Et donc, nous avons mené des enquêtes auprès de personnes immigrées, toujours d'origine sénégalaise, chrétienne et musulmane, installées en France pour certaines depuis très longtemps. Certaines sont des deuxième, voire même troisième génération. Et ce qu'on a testé, c'est est-ce qu'il y a effectivement des différences de normes religieuses selon que l'on est musulman et chrétien, toute autre caractéristique étant maintenue constante. La réponse, c'est oui. Les musulmans apparaissent plus religieux que les chrétiens.
C'est-à-dire, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que la religion est très peu importante dans sa propre vie et 10 signifie que la religion tient une place primordiale dans sa vie, les musulmans ont un score de 9 contre 7,5 pour leurs homologues chrétiens. Ça peut effectivement générer de la part des recruteurs des réticences. Ils se disent qu'en recrutant un musulman, ils vont être plus probablement confrontés à des revendications d'ordre religieux qui peuvent être difficiles à gérer au sein de l'entreprise. Encore une fois, ça n'excuse pas les décisions des recruteurs qui sont systématiquement défavorables aux musulmans. Il ne s'agit pas de justifier cette discrimination, juste de comprendre de quoi elle peut relever afin de trouver des solutions. Ça reste une discrimination, ça reste un traitement différencié illégitime. Le deuxième type de normes dont nous avons voulu voir si elles étaient différentes selon qu'on était musulman et chrétien, c'est les normes avancées par les managers, à savoir les normes de genre. Est-ce que effectivement les musulmans ont une vision plus traditionnelle des rôles qui incombent aux hommes et aux femmes? La réponse est oui. Dans nos enquêtes, on montre par exemple à travers cette question que lorsque on demande donc aux interviewés dans un contexte où les emplois se font rares, pensez-vous que les hommes et les femmes devraient avoir un accès équivalent aux emplois? Les chrétiens sont beaucoup plus susceptibles de dire oui, il faut un accès équivalent aux emplois, aux hommes et aux femmes, même dans des contextes de crise, alors que les musulmans considèrent qu'on devrait plutôt donner la priorité aux hommes dans ce cas. Il ne s'agit ici que d'opinions, des opinions que les musulmans et les chrétiens déclarent être les leurs dans le cadre d'enquête. Est-ce qu'au niveau des comportements, on observe également des différences? Là, on a étudié les comportements des Sénégalais musulmans et des Sénégalais chrétiens dans le cadre de nos jeux. Ce qu'il apparaît effectivement, c'est que les Sénégalais musulmans sont moins généreux à l'égard de leurs partenaires féminines qu'à l'égard de leurs partenaires masculins, alors que cette discrimination sur la base du genre n'est pas observée chez leurs homologues chrétiens. Tout ça montre effectivement qu'il y a une vision plus traditionnelle en moyenne des musulmans par rapport aux chrétiens concernant la vision qui incombe, concernant les rôles qui incombent aux hommes et aux femmes. Aux hommes, la sphère publique, aux femmes, la sphère domestique. Mais la probabilité que ces opinions en moyenne légèrement différentes se traduisent par des comportements déviants au sein de l'entreprise est extrêmement faible. Et malgré tout, les recruteurs ont tendance à s'en servir comme justification pour discriminer massivement à l'égard des candidats musulmans. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Vous parlez donc du genre, enfin, notamment du genre, et aussi de la norme religieuse. Qu'est-ce qu'on doit en déduire sur quoi les entreprises doivent travailler ou sur quoi les candidats doivent travailler pour que justement ces stéréotypes, ces motivations liées à ces stéréotypes disparaissent? Comment est-ce qu'on peut justement faire en sorte que on efface ces stéréotypes? Alors, je pense que... qu'on les dépasse plus qu'on ne les efface d'ailleurs. Je pense que le travail est avant tout à faire au sein des entreprises. Encore une fois, la probabilité que des différences assez légères entre chrétiens et musulmans, toutes choses égales par ailleurs, sont observées. Ça ne signifie pas que lorsqu'on va recruter un musulman, on a 100% de chance qu'il ait des comportements déviants au sein de l'entreprise. Cette probabilité est au contraire extrêmement faible. En tout cas, si on se réfère à des enquêtes qui ont été menées par l'Observatoire du fait religieux en entreprise, en partenariat avec Randstad, il y a seulement 6% des expressions de la conviction religieuse auxquelles les RH sont confrontés qui aboutissent à des situations de blocage, c'est-à-dire où le salarié ne va pas vouloir obtempérer. Effectivement, il y a des sanctions disciplinaires qui doivent être mises en place et éventuellement un licenciement du salarié est à considérer. Donc, est-ce qu'il faut communiquer sur ces très faibles écarts, au contraire communiquer pour dire qu'il n'y a pas de différence finalement? Parce que selon la façon dont on communique, finalement, vous avez dit ça ne justifie rien, et en même temps on pourrait dire dans un cas on objective le fait qu'il y a une toute petite probabilité supplémentaire d'avoir une difficulté, de ce qui ferait que le recruteur ne recruterait pas. Donc est-ce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de différence ou qu'elles sont tellement faibles qu'on peut considérer qu'il n'y en a pas? Non, je pense que, en tout cas, ça, c'est la réponse d'une chercheure qui essaye d'avoir du monde une vision la plus objective possible. Je pense qu'il ne s'agit pas de mentir et de cacher les résultats que l'on a pu obtenir. Ce qu'il faut en revanche, c'est former les managers à leur apprendre
à gérer le fait religieux en entreprise. Si on essaye de synthétiser, la réticence des recruteurs par rapport aux candidats musulmans, elle relève de 2 erreurs de leur part. Soit ils ont une lecture erronée de la laïcité. Ils considèrent que la laïcité, c'est l'interdiction de toute expression de la conviction religieuse au sein de l'entreprise. Or, c'est faux, on le sait. L'entreprise est une sphère privée où la neutralité religieuse qui découle de la loi de 1905 ne s'applique pas. Le recruteur n'a pas, au nom de la laïcité, à demander à ses salariés de ne pas exprimer leur conviction religieuse dès lors que cette conviction religieuse n'entrave pas la bonne marche de l'entreprise ni la protection des personnes sur le lieu de travail. Donc il faut rappeler que, premièrement, les personnes qui expriment leur religion au sein de l'entreprise, ce ne sont pas des personnes qui se prêtent à des comportements illégaux. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point qu'il convient de faire. Et deuxièmement, pour les personnes qui se diraient « oui, mais alors, où est-ce qu'on pose les limites ?» Il y a certains managers qui sont très mal à l'aise par rapport à l'expression de la conviction religieuse. Ils se disent « peut-être que j'ai absolument pas le droit de la cantonner, de la limiter, mais dans ces cas-là, tout est permis. Et s'il y a des débordements, si des comportements déviants émergent, que dois-je faire ? Je n'ai pas de moyen d'y répondre. Mais là aussi, il faut expliquer aux managers qu'il y a tout un ensemble de dispositions qui vont les aider à limiter les comportements dès lors qu'ils vont remettre en cause la protection des personnes sur le lieu de travail. Remise en cause de la protection des personnes sur le lieu de travail, ça veut dire que l'expression de la conviction religieuse est prosélyte, qu'elle va enfreindre des règles de sécurité et des règles d'hygiène au sein de l'entreprise, et également autre disposition pour limiter l'expression de la conviction religieuse, c'est lorsque cette expression entrave la bonne marche de l'entreprise. Dans quel cas va-t-elle l'entraver ? Si cette expression remet en cause l'aptitude du salarié à réaliser sa mission, si elle remet en cause l'organisation de l'équipe, si elle remet en cause les intérêts commerciaux de l'entreprise. Donc ces rappels sont de nature, je pense, à dédramatiser le choix de recruter un candidat musulman dont la probabilité, encore une fois, de développer ces comportements déviants est totalement minime. Oui, merci. Najwa Ardouni et Elad Fani, donc vous êtes président du Club 21e siècle. Alors j'aimerais évidemment que vous réagissiez notamment à ce que vient de nous expliquer Marianne Valfort, mais j'aimerais d'abord évidemment que vous nous disiez un petit mot du Club 21e siècle. Qu'est-ce que vous faites ? Alors vous promouvez la diversité et vous tentez de rétablir l'égalité des chances. Quels sont les types d'actions que vous menez dans ce club ? Alors effectivement, le Club 21e siècle, qui est un club qui a été créé il y a 10 ans maintenant, a pour objet de rétablir l'égalité des chances et de promouvoir la diversité en France. Alors on se dit do tank et pas think tank, donc effectivement, contrairement à l'Institut Montaigne, on ne produira pas d'études, on n'en produit pas. En revanche, on est convaincu que c'est par les actions de terrain que les choses peuvent évoluer. Et on a décidé de travailler sur 3 sphères que l'on pense intimement liées et qui feront que les choses, à mon avis, évolueront. C'est d'abord la sphère éducative, la sphère de la promotion de la diversité en entreprise, et la dernière, c'est le rayonnement à l'international. Sur la sphère de l'éducation, ce que l'on croit d'abord, c'est que l'égalité des chances, c'est aussi c'est effectivement donner les mêmes cartes pour que chacun ait les mêmes règles du jeu, et ça se passe dès l'école. Quand on parle de l'entreprise, on part du principe qu'on arrive tous avec nos diplômes, que donc on a commencé à acquérir certains codes. La vraie question qu'il faut quand même se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour que comment est-ce qu'on combat le fait que certains aient accès à ces études d'excellence et d'autres pas. Donc on travaille aujourd'hui, on a créé les entretiens de l'excellence il y a quasiment 8 ans. Et on fait venir des jeunes collégiens et lycéens. En fait, on les fait sortir de banlieue. On est dans 14 villes en France, en France métropolitaine et dans les DOM. Et l'idée, c'est de les accueillir pendant une journée, de leur présenter, donc nous, membres du club, on a à peu près 300 personnes, de leur présenter nos parcours, les écueils, les réussites, et puis nos professions au quotidien. Et c'est très important de ne pas aller les voir dans les banlieues, mais de les faire sortir, parce qu'il y a déjà un phénomène d'accès à ces écoles. L'autocensure, qui est quand même l'un des grands mots, je trouve, que l'on peut observer dans ces quartiers populaires, est absolument à bannir. Donc en les faisant sortir, on leur dit qu'il n'y a pas d'assignation ni sociale, ni culturelle, et qu'ils peuvent aussi y arriver. On travaille avec l'Université Paris-Dauphine, on a mis en place une charte,
Une chaire une chaire, merci. Je suis omnibulée par cette chaire. Donc, une chaire de la diversité. Donc, on a une douzaine de doctorants chaque année qui travaillent sur le sujet. Ensuite, sur l'entreprise. Moi, je crois beaucoup en l'entreprise et bien plus qu'en le pouvoir politique. D'abord parce que les entreprises sont plus audacieuses. Je les trouve bien moins ankylosées. J'avoue que le dernier quinquennat n'a pas donné une très belle image de la diversité en France. Quant à celui sous lequel on vit, il semble pas vouloir du tout s'en préoccuper. Donc, effectivement, je crois bien plus en l'audace des entreprises. Donc, on travaille avec elles sur, effectivement, des actions concrètes. Ça passe par le mentoring. Donc le mentoring notamment de jeunes filles issues de la diversité. Ça ne plaira peut-être pas aux hommes, mais des études de l'OCDE et de l'INSEE ont démontré que le double plafond de verre était une réalité. Donc c'est un programme qu'on a mis en place il y a un an aujourd'hui, en participation avec le réseau de femmes PWN. Et donc pour aider ces jeunes femmes issues d'une origine étrangère à en tout cas, à se préparer à l'éventualité du plafond de verre. Encore une fois, là encore, on ne fait pas en sorte d'avoir les femmes contre les hommes. Je crois quand même que l'entreprise, quoi qu'on en dise, a été créée par des hommes, pour les hommes. Donc il faut aussi éduquer les messieurs, à leur faire accepter qu'on a une vraie place à jouer, et pas simplement en deçà d'une certaine strate. Donc voilà, on les aide à affronter un peu, à avancer sur ce sujet-là. On a créé également, on a créé la FMD, que beaucoup doivent connaître, l'Association française des managers de la diversité. Donc, de la même façon, au sein des entreprises, l'idée, là encore, c'est de travailler sur des formations. Comment est-ce qu'on sensibilise le middle management, le top management à ces sujets-là ? Pour faire un peu bouger les lignes aussi, le club reçoit chaque mois des présidents de grandes sociétés, mais aussi les hommes et femmes politiques, pour comprendre comment est-ce que ce sujet est perçu chez eux, quelles sont les actions réellement mises en place. Mine de rien, quand ça vient de la tête, on a tendance à croire que si, en tout cas, le dirigeant d'entreprise croit en les valeurs de cette France plurielle, alors il aura tendance à pousser ces politiques de la diversité au sein de son entreprise. Et le rayonnement à l'international, ensuite, c'est plusieurs forums. Donc le Forum européen de la diversité, d'ailleurs Suez Environnement y a pas contribué plusieurs années. C'est un autre forum qu'on a appelé le France China Leaders, qui permet de mettre en relation des acteurs économiques chinois et des acteurs économiques français d'origine chinoise. Donc comment est-ce qu'on s'appuie sur cette France plurielle pour faciliter les relations économiques entre les différents pays? On a fait la même chose sur un forum qui s'appelle Young Mediterranean Leaders, et c'est ce que disait Jean-Louis Chaussade tout à l'heure. Finalement, c'est aussi en acceptant que cette diversité française est une vraie force qu'on arrivera à augmenter la compétitivité des entreprises. Vous dites que vous croyez plus à l'entreprise qu'au monde politique. Est-ce qu'au cours de ces années, vous avez vu une évolution des dirigeants sur ces questions, ou est-ce qu'on est toujours cantonné au club des très grandes entreprises et de quelques dirigeants pionniers qui sont intéressés par ces sujets, qui vous aident, qui vous supportent, et tous les autres, un océan de petites et de moyennes entreprises, et même de TI, qui sont complètement absentes de ces sujets? Alors, il y a les PME quand même qui croient au sujet, mais on se rend aussi compte que c'est lié souvent à l'histoire du dirigeant de la PME en général, qui fait qu'il est plus ou moins impliqué dans le sujet. Les grosses boîtes, effectivement, ont quand même plus de moyens, donc ça s'explique aussi. Ce qui m'attriste un peu en ces temps un peu compliqués, c'est que malheureusement, on observe quand même que derrière les politiques diversité des grands groupes, on parle de la parité homme-femme, on parle de l'intergénérationnel, on parle du handicap et de la diversité ethnique. Alors voilà, c'est là qu'on a le moins de budget, c'est là qu'on ne sait pas bien comment gérer le sujet, et on se cache encore une fois derrière cette question de mesure. Et on l'a dit tout à l'heure, je ne crois pas que ce soit une affaire d'hypocrisie, et mesure n'est pas forcément liée à quota et à discrimination positive. Moi j'entends beaucoup, et je le vois depuis que je suis présidente du club, certains me disent, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un fantasme? Est-ce que vous n'exagérez pas? Vous, alors je ne sais pas si vous, c'est les femmes, si c'est la personne d'origine étrangère, si c'est une femme dans le BTP, si c'est la femme musulmane, je les cumule un peu, donc finalement, il y a quand même un vous, et soit. Non, on n'exagère pas. Mais je ne saurais prouver, et on ne saura prouver, qu'il n'y a pas d'exagération que si on compte. Et aujourd'hui, c'est quand même le seul élément rationnel qui est assez irréfutable. Il y a un tas d'études, il y a des testings qui sont faits, sauf que tout le monde ne les lit pas. Et d'ailleurs, trop peu de gens les lisent. Donc comment on fait pour que cette prise de conscience soit effective? Donc on est dans des temps de crise qui font qu'on se resserre. Enfin, en tout cas, le sujet tend à disparaître, ou réduit en tout cas comme peau de chagrin. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est comment fait-on pour que le sujet ne soit pas oublié?
Donc il faut effectivement mesurer. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de débat. Je reviens juste sur le CV anonyme, parce que je trouve que c'est un débat aussi intéressant. Jean-Louis Chaussal, encore une fois, disait tout à l'heure, oui, alors au bout d'un moment, de toute façon, on va recevoir le candidat. Effectivement, on va le recevoir, on va le voir, on va voir sa couleur, on va l'entendre, Mais combien de CV sont mis à la poubelle par mauvaise habitude, par discrimination inconsciente? Combien de CV sont mis à la poubelle avant même qu'on ait laissé la chance à l'autre d'être reçu? Donc ça ne changera pas la face des choses, mais malgré tout, c'est une petite avancée. Vous plaidez pour une généralisation de ce CV ou pour en tout cas une promotion, enfin une incitation à l'utiliser, à l'expérimenter dans les entreprises? Alors, je ne sais pas s'il faut le généraliser dans l'immédiat, et j'ai d'ailleurs conscience que pour les PME, c'est compliqué parce que anonymiser un CV, c'est du temps. Chaque minute passée, effectivement, c'est quand même de l'argent, évidemment, et ça, j'en ai absolument conscience. Mais on ne peut pas tout de suite rejeter une première, à mon avis, bonne idée, parce que je ne crois pas que ce soit une fausse bonne idée. On ne peut pas mettre ça de côté tout de suite, alors que c'est un élément parmi tant d'autres qui potentiellement peut au moins faire avancer les mentalités sur le sujet. Gilles Kepel, dans votre ouvrage Banlieue de la République, oui. Je me suis trompé tout à l'heure. Vous parlez de la figure la plus détestée dans les cités, enfin, en tout cas à Clichy-Montfermeil. Pour moi, c'est évidemment le policier. Et en fait, non, ce serait le conseiller d'orientation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? Parce que moi, elle m'a vraiment interpellé, le conseiller d'orientation. Pourquoi est-ce que cette figure est tellement détestée dans une double cité, dans cette agglomération? C'est pas que dans cette agglomération, mais ça dépend. Si vous êtes passé en seconde sans difficulté, évidemment, vous ne pouvez pas en avoir souffert. Parce que justement, tout le monde va jusqu'en troisième, sauf vraiment catastrophe absolue. Et ça n'est qu'à partir de la fin de la troisième qu'il y a un véritable fléchage entre, notamment dans les quartiers populaires, ceux qui ne passeront pas au lycée, où il y a une véritable hiérarchisation, et même dans les beaux quartiers parisiens, le collège est sectorisé, mais vous ne resterez au lycée Lavoisier si vous y êtes entré en sixième, ou si vous avez 18 de moyenne. Sinon, vous irez à Montaigne jusqu'à 16, et puis ensuite, etc. Et finalement, dans les lycées de la petite couronne de banlieue, donc si les parents ont les moyens, évidemment, ils vont mettre les enfants dans le privé. Donc, vous avez la figure du conseiller ou de la conseillère d'éducation est celle à qui, généralement, sur laquelle, a posteriori, on fait porter son incapacité à avoir eu les diplômes et à avoir pu entrer sur le marché du travail. Si vous voulez, il y a une assignation de la personne en question sur le thème « ma chance n'a pas été donnée ». Alors, dans tous les récits qu'on a, on a un peu les entretiens, genre, vous savez qu'il y a dans l'autobiographie de Malcolm X, où il raconte comment son prof lui dit qu'est-ce que tu devrais faire pour plus tard. Alors, je ne sais plus, il veut être médecin ou ingénieur, j'ai oublié. Il lui dit non, pour un noir, charpentier, c'est bien comme job. Et ça, au moins, tu auras du travail. Etc. Alors, je crois qu'il faut faire très attention à ça, et c'était aussi une manière que je voulais trouver d'engager le débat avec ma voisine, parce que, bien évidemment, tout ça apparaît et est monstrueux d'une certaine manière, car c'est profondément inégalitaire. Le problème me semble être un peu plus complexe, que d'une part, parce que on ne vit pas dans un univers parfait, et on est bien sûr tributaire des représentations qui sont construites socialement autour des uns et des autres. Et moi, ce qui me gêne un peu, je connais bien les travaux de David Leighton, que je connais personnellement, et je connaissais cette enquête. Je crois que c'était Rose et non pas Diouf. Je pensais que c'est un autre prénom. Le prénom important, c'est pas Khadija, mais un autre. Mais donc, il en a déjà parlé. C'est une enquête qui date déjà d'il y a un certain temps. Ça fait. Et le débat que j'ai eu avec lui là-dessus, c'est que je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de discriminer des gens parce qu'ils sont musulmans en soi. Ça, c'est peut-être un peu la vision post-moderne californienne des choses, qui n'est pas complètement en phase avec la réalité, mais parce que, à cause des représentations que l'on se fait de ce qu'est l'islam. À partir du moment où vous traitez avec quelqu'un qui est musulman dans votre vie quotidienne, vous le connaissez et vous ne le percevez pas
à travers une grille de lecture construite par des représentations socialement constituées. Or, aujourd'hui, il y a des représentations socialement constituées qui circulent. Nous sommes en plein dedans en ce moment, aujourd'hui, anniversaire du 13e anniversaire du 11 septembre, et au moment où le président de la République se rend demain en Irak pour participer à la nouvelle coalition contre un ennemi qu'on lui a dit depuis de ne plus appeler systématiquement l'État islamique, mais les égorgeurs de Daesh, etc. Et donc là, on a un élément important à prendre en compte, c'est comment se construit socialement ce type de représentation et quels sont les critères pour s'en dégager ou ne pas s'en dégager. Or, vous le savez bien sûr comme moi, parce que vous êtes dans un monde de l'entreprise, beaucoup mieux que moi-même, qu'un certain nombre de grandes entreprises qui ont pratiqué une politique explicite de non-discrimination, pour diverses raisons, qui tenaient d'une part au fait que, dans la mesure où les salaires qui étaient offerts étaient limités à un plafond X, bien évidemment, l'immense majorité des personnes qui étaient recrutables appartenaient à des catégories défavorisées venant des quartiers populaires de manière prévalente. Je pense par exemple à certains aux aéroports, de populations voisines et en particulier originaires d'Afrique du Nord et donc, selon votre typologie, de confession musulmane. Et ça a commencé aujourd'hui à poser à un certain nombre de cadres des entreprises des réflexions qui se sont faites, parce qu'ils m'ont invité à y participer, toutes sortes de questions alors, qui peuvent poser, selon vous, qui peuvent venir des stéréotypes, mais qui entre ensuite dans une logique de rationalité de l'entreprise, c'est-à-dire un problème de sécurité, en particulier pour tous ceux qui avaient accès aux avions, avec les histoires de terrorisme, etc. La présence d'un certain nombre d'individus qui ont une apparence salafiste, ce qui ne veut pas dire que les salafistes sont des terroristes, mais tout ça a été intégré aujourd'hui dans un certain nombre de cultures managériales et se répandent par effet de capillarité. Autre exemple qui est, je pense, qui est intéressant à mettre en compte, c'est celui des transports publics et des réseaux d'autobus en région parisienne et en banlieue. La RATP et d'autres ayant subi, il y a un certain nombre d'années, des cas de caillassage très fréquents d'autobus, et les conducteurs étant généralement originaires de la classe ouvrière française de souche, si j'ose utiliser ce terme, il y a eu des recrutements massifs de conducteurs issus des populations d'origine immigrée, ressemblant à aux habitants des quartiers, et effectivement, il y a eu une corrélation avec la baisse des caillassages ou le blanc. Mais d'autres problèmes ont surgi, comme on le sait, et même s'ils ne sont pas toujours évoqués, en particulier, qui font un peu penser à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord donc les exigences de salles de prière dans les dépôts, la transformation des toilettes pour qu'elles soient en adéquation, etc., bon, qui peuvent à la limite être gérées par l'entreprise éventuellement, mais plus généralement aussi un certain nombre de cas de refus de conducteurs de prendre leur service si une femme conductrice avait été sur le siège auparavant, car ça choquait leur sentiment de pudeur. Et ça a eu pour conséquence que, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, parce qu'on est dans 2 discriminations, il y a quelques années, les transports publics dans la région parisienne avaient fait des grandes campagnes de publicité. Dans son bus, le patron, c'est elle. Je ne sais pas si vous avez encore ça en tête, c'était une femme qui conduisait le patron. Voilà. Et donc là, on a eu des réactions assez virulentes contre ça, qui se sont traduites par le fait que des mouvements comme Riposte laïque, par exemple, sont entrés à ce moment-là dans l'univers syndical, dont ils étaient assez éloignés sur le thème. Rien n'est fait pour protéger les femmes qui travaillent, parce que on a mené une politique d'antidiscrimination, si j'ose dire, ethnico-religieuse, je ne sais pas quels critères vous utilisez, et ça s'est traduit par ces effets-là, ces effets pervers de l'entreprise. Ce que je voulais simplement dire par là, c'est que je crois que ce serait une erreur de considérer que la catégorie musulman, en tant qu'elle définit un individu,
et ce qui est la base de la discrimination. Elle l'est parfois, bien sûr, mais ça ne s'y limite pas. C'est également construit sur les représentations que l'on se fait des individus et sur les images que les individus donnent également d'eux-mêmes à travers leur représentation sociale. Donc c'est pourquoi, à mon sens, il faut aller plus loin que cette... Marianne Valfort, est-ce que vous voulez réagir je pense qu'avec Gilles Kepel, nous parlons exactement le même langage. C'est ce qui me semblait aussi, malgré Oui, non, il n'y a aucune opposition. J'ai bien parlé des deux biais décisionnels qui pouvaient expliquer la discrimination à l'égard des musulmans, un goût pour l'entre-soi et des stéréotypes. On est dans l'ordre de la représentation. Si le recruteur pense que tous les musulmans sont des fanatiques, il faut d'urgence qu'il l'amenait à réviser ce préjugé totalement erroné, cette représentation délirante de la réalité. On est bien d'accord. Je donne la parole tout de suite à la salle dans une seconde. Najwa Ardouni et Latfani, vous vouliez aussi réagir sur ce point. Simplement, c'est effectivement cette question aussi des recruteurs et de la représentation qu'ils ont d'une catégorie ou d'une autre. C'est que je ne suis pas sûre qu'ils soient réellement préparés. Et je rejoins monsieur qui tout à l'heure disait il ne faut juste pas avoir peur des mots. En fait, on n'ose pas poser les mots, donc on préfère taire le sujet, ne pas trop en parler, surtout ne pas compter. Alors qu'il faut simplement poser les mots, poser les constats, et alors simplement on saura faire avancer un peu les choses. Et je reviens vraiment sur la puissance des entreprises, que le sujet de la deuxième table ronde, c'est quand même comment la société, elle, peut avancer sur le sujet, mais je suis convaincue qu'elle n'avancera pas seule, et que là où, encore une fois, je fais une opposition par rapport aux politiques qui, à mon avis, ne sont pas encore prêtes au renouveau, justement, des élites, les entreprises, elles sont dans une urgence, elles sont pragmatiques. Elles ont besoin de talents, et les talents, il faut aller les chercher partout où ils sont. Simplement, si on veut construire les talents qui feront les entreprises de demain, alors il faut aller leur expliquer comment est-ce qu'on devient un talent. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, tous les citoyens français, et a fortiori les citoyens français qui sont d'origine étrangère, ne savent pas qu'ils peuvent faire partie des talents de demain. Donc il y a une vraie... c'est presque un devoir moral des entreprises à aider à la construction du pays de demain. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle, des questions ? Oui, non. Ah pardon, madame. Merci. En fait, je voulais juste... Alors, je suis Nadia Inouda, je travaille à la direction juridique d'AXA France, donc AXA qui n'est pas inconnu de l'Institut Montaigne. Et j'aimerais rebondir justement sur l'excellente... intervention de Mme Valfort, justement, concernant cette histoire d'entre-soi, de représentation, justement, des gens, des stéréotypes qu'on peut avoir, notamment en assimilant, par exemple, des personnes qui sont d'origine maghrébine ou africaine, en étant musulmanes et avec tous les préjugés qui sont attachés. Alors moi, je suis d'accord avec vous, Maître Manka, tout à l'heure, vous disiez, on ne peut pas contraindre les gens, on ne peut pas imposer... d'avoir tel ou tel comportement, etc. Ok, mais des comportements, à ne rien vouloir imposer aussi au bout d'un moment, d'aimer un petit peu chacun aime être entre soi, mais bon, quand on est dans une entreprise, on travaille pour l'entreprise, donc a priori l'entre-soi c'est chez soi, c'est à la maison. Après l'entreprise c'est une autre histoire. De ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mon exemple, il est, je pense, assez parlant. Dans cette direction juridique, on est à peu près 55 juristes, on n'est que 2 d'origine étrangère. On est tous les 2 français, donc, et d'origine étrangère, moi qui suis d'origine maghrébine, et mon collègue d'origine portugaise. Donc 2 juristes sur 55, ça fait quand même beaucoup pour une entreprise comme celle-là, mondialisée, comme vous le savez. Et on s'aperçoit qu'effectivement, là, effectivement, pour ce qui me concerne, j'ai un peu le sentiment de ne plus pouvoir évoluer. Je sais pas trop pourquoi. Je pense pas que c'est une question de compétence, parce que j'ai été avocat moi-même avant d'intégrer l'entreprise. Et manifestement, le refus, et c'est un peu, je profite de cette tribune puisqu'on a le défenseur des droits qui est là. À un moment donné, on n'est plus dans la capacité peut-être de porter les valeurs de l'entreprise. On nous reconnaît pas comme étant. Alors j'ai quand même une certaine ancienneté. Ça fait quand même 6-8 ans que je suis dans ce groupe.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que moi et mon collègue, à un moment, on nous, probablement il y en a d'autres, et pour d'autres raisons d'ailleurs, on ne reconnaît pas cette capacité de porter les valeurs du groupe, d'avoir, de représenter ce groupe qui est mondialisé, qui se fait le chantre d'ailleurs de la diversité, parce que donc, alors on n'est pas, donc moi, si je peux me permettre, excusez-moi, de prendre, parce que j'ai pas entendu d'exemple, c'est pour ça que je me permets de prendre mon exemple personnel. Je suis pas musulmane, je suis d'origine maghrébine, mais je suis totalement athée. Alors peut-être après il y a des représentations et des préjugés qui se mettent en place, je sais pas, je les connais pas, je suis un peu comme Monsieur Chaussade, je suis pas en mesure de les combattre, donc moi en tant que salarié je suis un peu démunie. Et en plus de ça, effectivement, j'ai affaire peut-être à un entre-soi qui fait que, pour être promu dans cette direction, et je vais m'arrêter là, il faut ressembler à tout le monde. Alors, d'accord, peut-être physiquement, mais il y a bien des points sur lesquels je peux être différente par rapport aux certaines personnes. Il y a bien des choses que je peux apporter à cette direction. J'en ai apporté pas mal. Moi, la question que je pose à l'auditoire, c'est quel est le problème ? Quel est le problème? Moi, autant par rapport à votre intervention qui était très pragmatique, j'ai bien compris, j'ai bien identifié les causes et les effets. Mais là, lui, dans mon cas personnel, et dans le cas de mon collègue, qui est à peu près au niveau compétence à peu près égal, qui était également lui avocat international même. La question que je pose, quel est le problème? Parce que je ne trouve pas la solution dans tous les arguments qui ont été... Merci pour votre témoignage. Peut-être un mot, Najwa Arduni-Elatsfani, sur quel est le problème? Parce que de nos trois intervenants, vous êtes la moins observatrice, mais aussi peut-être plus actrice sur ces questions-là. C'est compliqué dans ce genre de cas, et c'est d'ailleurs je trouve les questions les plus difficiles, sur lesquelles on a les moins de réponses, parce qu'effectivement la première question à se poser, et d'ailleurs c'est ce qu'on explique à ces jeunes filles d'origine étrangère dans notre programme de mentoring, c'est avant de vous demander si c'est parce que vous êtes une femme qu'on vous refuse une promotion, ou si c'est parce que vous êtes d'origine étrangère, d'abord il faut se poser la question de la compétence. Et effectivement, vous semblez l'avoir fait. Donc c'est quand même il faut vraiment faire attention, je pense, à ça, et ne pas tomber dans le processus de victimisation. Maintenant, c'est compliqué c'est compliqué d'avoir la réponse. En revanche, ce que je crois, c'est que c'est une force d'être finalement, de ne pas être dans cette, de ne pas ressembler à l'autre. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui en ont conscience. Alors toutes n'ont pas encore pris la conscience de la force, mais il faut en tout cas, à mon avis, très vite sortir de c'est une différence qui est une difficulté et se dire ça va mettre du temps, et évidemment l'objectif d'ailleurs du club c'est de contribuer à faire en sorte que, d'ailleurs quelqu'un me le disait, mais les choses vont évoluer, donc vous inquiétez pas. Mais si, je m'inquiète quand même un peu, donc on fait en sorte juste qu'elles évoluent un peu plus vite. C'est simplement ça, mais je pense qu'il faut encore qu'on se batte, que c'est pas très simple, et encore une fois, moi je vous le dis, je suis femme, je suis dans le monde du BTP, on m'avait dit mais une femme sur un chantier, là-bas j'ai commencé sur les chantiers, je vois pas bien comment tu vas t'en sortir. Mais c'est pas grave, finalement, plus on nous dira qu'on va pas s'en sortir, et plus on essaiera de démontrer que c'est possible. Alors, on peut prendre peut-être encore une ou deux questions, mais pas plus, parce que Monsieur Toubon doit partir à midi précise, et évidemment, il faut lui donner le temps de s'exprimer. Monsieur ? Une question courte, si possible. Elle est affichée en SMS, donc je la relais. Oui, alors, je suis désolé, mon engin est tombé en panne de batterie. Voilà, donc je n'ai plus... je ne les vois plus. Il n'y a pas de souci. C'est un exemple concret qui s'est passé. Mais c'est bien, au moins vous êtes... Je sais la lire, je pense. Toujours dans notre entreprise de 80 personnes, comme je disais tout à l'heure. La DRH, dans un bon sentiment, je pense, et une bonne initiative, a donné un certain nombre de facilités à des salariés musulmans pratiquants qui avaient fait des demandes particulières, notamment pendant le Ramadan, pour avoir des éventuels aménagements d'horaire. Je veux dire, comment on fait pour répondre à ce genre de demande sans créer des tensions à côté pour d'autres personnes qui ne sont pas concernées, notamment quand ça arrive l'été comme cette année. Tout le monde aimerait peut-être partir un peu plus tôt à cette période-là. Donc c'est parti d'une bonne initiative, mais ce n'est pas forcément facile à gérer derrière. Donc comment faut-il faire? Est-ce qu'il y a des réactions sur ces... Effectivement, ça fait partie des problèmes qui sont évoqués par les managers. Comment répondre à une demande relative à la pratique d'une religion particulière sans générer de la part des autres salariés l'impression d'un traitement de faveur qui va, in fine, peut-être miner la cohésion de l'équipe. En fait, les entreprises pourraient réfléchir à des dispositions qui permettraient d'anticiper ces demandes relatives à la pratique d'une religion particulière, tout en apportant aux autres salariés un bénéfice. Par exemple, une entreprise
concernant les demandes d'aménagement d'horaire, pourrait prendre des initiatives concernant l'équilibre vie privée-vie professionnelle. On pourrait imaginer que la mise en place d'un tronc commun d'horaires fixes hebdomadaires, non négociables, associés à des horaires modulables en fonction des besoins des uns et des autres. Et ces horaires modulables permettraient peut-être aux musulmans qui souhaitent faire le ramadan et être présents au moment de la journée où être le plus productif seulement de le faire, et aussi aux parents d'arriver soit plus tard le matin, soit de partir plus tôt le soir. Donc là, c'est une disposition qui va se transformer en bénéfice pour tous et permettre de répondre par défaut à des demandes d'aménagement, par exemple, d'horaire. Pour les demandes relatives à la pratique de la prière, on peut imaginer la mise à disposition d'une salle de repos ouverte à tous ceux qui souhaitent y exercer une activité calme et individuelle, la prière, mais aussi la lecture, etc. Concernant les revendications liées à des habitudes alimentaires particulières, nombre d'entreprises proposent déjà des menus extrêmement variés dans leurs restaurants d'entreprise. Il y a un menu avec viande et puis un menu sans viande, poisson, etc., qui va permettre aux salariés de faire leur choix en fonction des contraintes alimentaires des uns et des autres, des contraintes qui peuvent être d'ordre religieux, mais aussi des gens qui font un régime particulier, qui ont des allergies particulières, etc. Donc je pense que c'est très important, comme vous le dites, d'amener les entreprises à réfléchir à des dispositifs qui permettront de répondre par défaut à des demandes d'ordre religieux, tout en apportant un bénéfice pour tous, pour éviter justement ce sentiment qu'au sein des salariés, il y a des traitements de faveur, qui sont des choses évidemment à éviter. Alors je suis désolé, mais on est obligé d'arrêter pour des raisons de timing. Le sujet, évidemment, on ne l'a absolument pas épuisé. On l'a esquissé, on a dressé quelques pistes, mais évidemment le sujet n'est pas épuisé ce matin. Je voudrais vous signaler qu'elle a, si vous voulez aller plus loin aussi, Gilles Kepel, à la sortie de cet amphi, proposera et signera 3 de ses ouvrages. 93 passions françaises et passions arabes. Donc si vous avez envie de vous plonger dans ce sujet plus profondément, n'hésitez pas. Voilà, je suis désolé, mais je remercie les 3 intervenants pour leurs interventions.